Oui, alors mon titre est volontairement pas dans le bien vivre ensemble, puisque c'est deux choses qui sont opposées, c'est contre. Et je vais essayer de m'en expliquer et de rebondir sur la conclusion de Christophe en allant peut-être encore plus loin que lui pour nous, au réseau Semences Paysannes. Les semences paysannes ne sont certainement pas un bien commun de l'humanité, mais est-ce qu'elles sont un bien ? Est-ce qu'un être vivant peut être appropriable ? Est-ce que vous diriez de vos enfants que ce sont des biens que vous pouvez mettre sur le marché ? Après tout, si un bien est commun, si le commun décide de le mettre sur le marché, il devient marchandise et il est appropriable. Donc nous préférons, nous, à la notion de bien collectif, la notion de droit collectif. Nous avons des droits sur nos semences. Ils sont collectifs parce que aucune semence, alors je parle des variétés végétales, alors le terme de variété me gêne, j'y reviendrai, mais cultivées, je ne parle pas les plantes sauvages. Donc, disons, aucune plante cultivée n'existe sans la communauté humaine qui l'a sélectionnée, qui l'entretient, qui la conserve et qui la renouvelle. C'est pour ça qu'ils sont collectifs. Mais une communauté humaine, ce n'est pas la totalité de l'humanité. Aujourd'hui, la totalité de l'humanité, surtout quand on réfléchit en termes de gouvernance, parce qu'il faut voir que tous ces termes-là ont des résonances politiques, qui est capable aujourd'hui de faire une gouvernance de la totalité de l'humanité? En dehors des multinationales, il n'y a pas grand monde. Même nos États n'ont pas les connaissances suffisantes par leur système diplomatique de ce qui se passe sur la totalité de la planète. Par contre, il y a une dizaine de multinationales qui sont en capacité de faire une gouvernance commune de la totalité de l'humanité. C'est pour ça que non seulement nous refusons le terme de bien commun pour le remplacer par le terme de collectif, mais nous refusons aussi le terme de bien pour parler de droit. Alors, si je restais dans vos codes, je commencerai par vous remercier, et je le fais d'ailleurs de manière sincère, d'avoir invité quelqu'un qui ne fait pas partie de votre communauté. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas enseignant, je suis paysan, même si je ne suis pas issu d'une lignée paysanne, puisque j'ai commencé à travailler dans l'agriculture à l'âge de 20 ans. Et on a beaucoup parlé ce matin des indigènes ou des savoirs sauvages. Étant paysan, je me sens non pas quelque chose d'ancien. Bon, je me balade avec un ordinateur, un téléphone portable. Les connaissances que j'ai ne sont pas nécessairement anciennes. Mais je me sens quelque part, et là je parle au nom des paysans du réseau Semences Paysannes, héritier des indigènes français et européens. Alors, je ne parle pas de ceux qui aujourd'hui s'appellent les indigènes de la République, qui sont des compagnons de route pour nous, mais qui sont ces générations, deuxième ou troisième génération de l'immigration. C'est eux qui s'intitulent les indigènes de la République, et je pense qu'ils nous amènent beaucoup d'éléments au niveau culturel. Non, nous, les connaissances dont nous sommes les héritiers sont celles des indigènes d'avant la République. La biodynamie, qui est une des formes les plus élaborées des connaissances paysannes traditionnelles d'aujourd'hui, telles qu'elles ont été renouvelées aujourd'hui. L'homéopathie, qui est une des formes des savoirs populaires en soins des hommes et des animaux. Moi, j'ai soigné mes animaux par homéopathie. Ces deux formes de connaissances très élaborées sont toutes les deux héritières des connaissances pré-républicaines. Celle des sorcières que nous avons éradiquées par beaucoup de bûchers juste avant la Révolution française, qui étaient porteuses, c'était des femmes d'ailleurs, qui étaient porteuses de ces savoirs populaires, de ces savoirs traditionnels que nous essayons de mettre en œuvre aujourd'hui, en profitant effectivement des apports des savoirs scientifiques qui nous sont amenés aujourd'hui. Et donc, dans ce terme indigène,
le côté, disons, passéiste ou le côté un petit peu méprisant. Hein, bon, moi, je n'ai pas lu Lévi-Strauss, mais le terme pensée sauvage me gêne. Hein, je ne me sens pas du tout un sauvage, même si je revendique le fait de ne pas être nécessairement scientifique. On refuse ce côté passéiste et ce côté méprisant de ces termes-là. Et je pense qu'il va falloir qu'on arrive à inventer de nouveaux mots pour qualifier ce dont nous parlons et ce dont vous avez parlé ce matin. Et là, l'exercice auquel je vais me livrer est assez difficile parce que les mots de cette pensée-là, dont nous sommes héritiers, ont disparu. Et je vais vous faire la démonstration à partir du système juridique, parce qu'elle est plus facile à comprendre à partir du système juridique. Aujourd'hui, nous avons un système juridique de gouvernance des semences qui a pour objectif d'interdire à tout système alternatif d'exister, et notamment à ces systèmes paysans qui sont héritiers de plusieurs siècles de l'agriculture paysanne. Et je vais être obligé de vous expliquer ça avec les mots de la pensée qui, elle, de la même manière, je parle de la pensée scientifique, enfin de la caricature de la pensée scientifique qui nous est servie par l'industrie des semences, notamment dans un certain nombre de comités où on peut participer avec le ministère de l'Agriculture, etc. La pensée de ces gens-là a pour objectif de dire que ce qui n'est pas dans cette pensée-là n'existe pas, à savoir que le système paysan semencier n'existe pas. Et je vais être obligé de vous expliquer ça avec les mots de cette pensée-là, qui est la pensée, les mots qu'on utilise nous tous aujourd'hui, d'où peut-être quelques approximations dans ma manière de penser. Alors, pour bien comprendre le système juridique qui existe aujourd'hui sur les semences, il faut d'abord peut-être essayer de comprendre de quoi on parle. Quand on parle des plantes, et là, bon, je n'avais pas besoin d'aller beaucoup plus loin parce que Christophe a amené quelques concepts qui sont peut-être plus proches de ma manière de penser que celle des scientifiques de l'industrie. Moi, je ne connais pas de plantes, même celles qui se multiplient par bouture, par clone, qui se multiplient à l'identique. Tout être vivant qui se multiplie, alors bon, quand on passe par la sexualité, c'est évident, mais même quand on passe par la bouture, moi-même je suis vigneron, je me rappelle ce que disait un des pépiniéristes avec lesquels j'ai travaillé, en pépinière, en moyenne, entre tous les 5 à 10 000 multiplications, on voit des mutations génétiques visibles à l'œil nu apparaître dans une seule multiplication, une couleur qui change, la forme d'une feuille, la forme d'un grain de raisin. Les mutations génétiques non visibles, on ne les voit pas, mais elles existent. Donc on a affaire, par définition, non pas à des objets industriels, à des boîtes de conserve ou des voitures qui sortent de l'usine toutes identiques, on a affaire à des êtres vivants qui évoluent en permanence. Et ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est que l'industrie semencière, quand elle a mis en place le système juridique du catalogue, c'est quoi le catalogue? On dit, bon, c'est pour identifier, distinguer les variétés des unes des autres. Non, c'est d'abord une autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire que lorsqu'une semence n'appartient pas à une variété qui est inscrite au catalogue, elle ne peut pas être échangée. Elle ne peut pas accéder au marché. Et aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés marchandes. Ce qui n'accède pas au marché n'existe pas. Alors, ça existe peut-être dans les résidus de sociétés non marchandes, on appelle ça les systèmes informels d'échange de semences entre paysans, ou les peuples indigènes, ou les sociétés sauvages, ou tout ce que vous voulez, qui ne sont pas encore broyés par cette globalisation de l'économie marchande, mais dans notre société dominante, ce qui n'a pas accès au marché n'existe plus. Et donc, on a utilisé pour distinguer les variétés de semences, alors les variétés, on va y revenir, leurs caractéristiques morphologiques ou phénotypiques. Alors bon, je crois que ce n'est pas à vous que j'apprendrai que le phénotype, c'est la manière dont un génotype s'exprime dans un milieu donné. Et que dès qu'on change de milieu, ses caractères morphologiques ou ses caractères phénotypiques, ils changent. Les paysans, ils ont toujours compris ça.
Ils n'ont jamais identifié leurs semences à partir de la stabilité de leur caractère phénotypique, en tout cas certainement pas uniquement à partir de ça. Ils savent très bien que même dans le même terroir, d'une année sur l'autre, quand les climats évoluent, ces caractères peuvent évoluer, et que quand on change de terroir, d'environnement de culture, ils vont évoluer encore plus vite. C'est d'ailleurs un des modes essentiels des sélections paysannes pour renouveler la diversité que d'échanger des semences entre paysans, pour les faire changer de milieu, pour effectivement faciliter l'apparition de caractères nouveaux et augmenter la diversité et surtout la variabilité des semences. Parce que qu'est-ce qui intéresse le paysan ? Le paysan, bon, s'il cultive du blé, c'est pas pour manger du blé avec tout le temps des grains qui ont la même forme et la même couleur. C'est pas son problème. Il veut avoir un pain d'une certaine qualité, avec des goûts intéressants, des qualités nutritionnelles intéressantes. Ben, si vous voulez avoir de manière régulière, chaque année, des pains qui ont ces qualités-là, il vous faut avoir, dans les caractères morphologiques des plantes, dans les caractères phénotypiques, dans les caractères d'expression dans des milieux divers et variables de ces plantes, des caractères très diversifiés, très variables. Et après, vous referez votre mélange qui vous permettra d'avoir tout le temps la même qualité de pain. C'est la même chose pour le vin, c'est la même chose pour tous nos aliments. Donc on voit bien que les paysans ont besoin d'avoir des semences extrêmement variables et extrêmement diversifiées. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne cherchent pas aussi à garder des caractères, d'où la notion de variété dans laquelle on peut accepter, mais en aucun cas dans la fixité ou la standardisation des caractères morphologiques. Alors vous me direz, mais comment ils font ces semenciers pour avoir des variétés qui sont homogènes et stables? Alors oui, elles sont homogènes. Comment ils font pour qu'elles soient homogènes? C'est-à-dire que toutes les plantes sont absolument identiques, quel que soit l'endroit où on les cultive la première année, eh bien, ils homogénéisent les milieux. Ce que ne font pas les paysans, ou ce que font les agriculteurs modernes, les exploitants agricoles modernes. Ils homogénéisent les milieux avec l'engrais chimique, les pesticides, la mécanisation. Je ne vais pas vous raconter l'agriculture industrielle. Donc, cette notion de variété au caractère phénotypique homogène et stable est une invention qui est arrivée avec l'agriculture industrielle et pétrolière, puisque l'engrais chimique, en fait, il vient du pétrole et il a été l'outil principal pour remplacer le travail du paysan par l'énergie fossile, pour remplacer l'énergie du paysan par l'énergie fossile. Donc on voit bien que cette construction d'une pensée scientifique autour de la variété homogène et stable et la construction juridique qui est derrière n'est que l'héritière du remplacement de l'énergie du paysan et des paysans. Après tout, il fallait des ouvriers à l'époque. Aujourd'hui, ce sont des chômeurs, des paysans sans terre, remplacés par le pétrole et les énergies fossiles. Alors après, on a continué cette construction juridique et le deuxième étage, ça a été l'appropriation. Pour pouvoir s'approprier quelque chose, il faut pouvoir le distinguer des autres objets qui pourraient être semblables, d'où la nécessité du catalogue. Le catalogue, c'est le premier acte d'appropriation. Je distingue ma variété de celle des autres. Les paysans, eux, quand ils échangent des semences entre eux, vous pouvez regarder les semences, elles se ressemblent entre elles, mais ils se connaissent, les paysans. Dans le système informel d'échange, c'est un système d'échange entre personnes qui se connaissent. On sait si l'agriculteur avec qui on échange, il a des belles récoltes, si c'est un bon sélectionneur, si on ne le connaît pas directement, on connaît sa notoriété. Donc l'identification, la distinction de la marchandise ne dépend pas que des caractères de la marchandise, mais dépend de la relation humaine entre des personnes et entre des groupes sociaux. On sait très bien que la qualité d'une semence est liée à la qualité du travail de la communauté humaine de là où elle vient. Parce que c'est ça qui fait la qualité des semences. Mais si vous voulez vous l'approprier, ça ne marche pas. Il faut pouvoir la distinguer des autres, surtout dès que vous êtes sur un marché anonyme. C'est quoi le marché global? C'est le marché dans lequel vous avez une marchandise
avec une étiquette et plus personne derrière. Quel que soit le vendeur, il faut que vous puissiez identifier la marchandise. Vous ne connaissez pas le producteur de la semence. Donc pour ça, il faut pouvoir la distinguer, c'est le catalogue. Et l'appropriation, c'est vraiment particulier. Le système du certificat d'obtention végétale, il repose jusqu'en 1991 exactement sur les mêmes critères que le catalogue, c'est-à-dire l'homogénéité et la stabilité des caractères phénotypiques. Alors, un mot sur la stabilité, parce que c'est là qu'on voit, je dirais, où est l'arnaque, en tout cas en termes de communication. J'entends la réponse que vient de donner Christophe. Oui, les semenciers ne sont pas fous. Ils savent justement que leurs semences, une fois qu'ils les ont vendues, si elles sont multipliées dans des milieux divers et variés et variables, elles ne sont pas du tout stables. Elles sont d'autant moins stables que leur diversité génétique interne a été extrêmement réduite pour arriver à les homogénéiser. Non, la stabilité n'est juridiquement obligatoire que pour la première récolte issue de l'achat de la semence. Mais si vous ressemez vos semences de cette récolte, on ne vous demande pas qu'elles soient stables. La stabilité au cours des multiplications successives, ça c'est de la propagande. Prenez les hybrides F1, vous les ressemez, ils ne sont pas du tout la même chose. Ce qu'on demande, c'est la stabilité à la fin d'un cycle de multiplication défini. C'est-à-dire, quand j'achète des semences, il faut qu'ils poussent cette plante, mais si je ressème, et il poussera cette plante uniquement à condition que je mette le paquet technologique, engrais et pesticides avec. Alors, en 91, on a un élément nouveau qui apparaît. On n'est plus uniquement sur la stabilité et l'homogénéité des caractères phénotypiques. Alors, 91, c'est un petit peu la même année là, que la Convention sur la diversité biologique dont vient de parler Christophe. On va dire qu'il faut que la variété exprime de manière stable et homogène des caractères issus d'un génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes. Et donc là, on voit la génétique apparaître, et c'est cette nouvelle notion qu'a bien montré Christophe. Alors, c'est quoi les caractères issus d'un génotype? C'est la lignée pure. C'est-à-dire, vous prenez un grain, vous le multipliez à partir d'un grain, vous le multipliez à l'identique. À chaque multiplication, vous éradiquez les hors-types. C'est bien la pensée eugéniste dont a parlé Christophe, qui est à la base même de l'amélioration des plantes. Et excuse-moi, Marie-Angèle, mais dans les collections, quand ils remultiplient, ils sont obligés de remultiplier, sinon la capacité germinative disparaît, mais ils éradiquent les hors-types. Dès qu'ils en voient un, ils l'éradiquent. Donc la diversité génétique, elle se réduit encore plus. Donc les caractères issus d'un génotype, c'est la lignée pure. Le caractère issu d'une certaine combinaison de génotypes, c'est l'hybride F1. C'est donc deux lignées qu'on a croisées juste avant de vous vendre une semence dont le croisement n'a pas été stabilisé, donc est particulièrement instable, et on appelle ça une variété stable et homogène. Alors que c'est un croisement non stabilisé. Les semences paysannes, si on cherche à exprimer ce que c'est avec ce langage-là, les semences paysannes avec ce langage-là, c'est un ensemble, ce sont des combinaisons de divers génotypes, et ce sont des combinaisons variables d'année après année. Une année pluvieuse, ce sera plutôt les génotypes qui aiment la pluie qui vont prendre de l'importance dans mon stock de semences, et l'année sèche, ce sera autre chose. Donc, ce sont des combinaisons variables. Ce n'est surtout pas une certaine combinaison. Et donc là, on voit qu'avec cette définition, les semences paysannes n'ont toujours pas accès au marché. Et alors, jusqu'en 91, c'était le patrimoine commun de l'humanité. C'est quoi le patrimoine commun de l'humanité? Si ce patrimoine commun n'a pas accès au marché, il n'a pas le droit d'exister. Si dans les systèmes informels de l'agriculture vivrière, des petites niches, là, on va les laisser exister, mais les paysans, ils ne peuvent pas y avoir accès puisqu'il n'a pas accès au marché. Par contre, qui c'est qui a accès? Et c'est pour ça que c'est un patrimoine commun, c'est l'industrie semencière. À partir du moment où c'est un patrimoine commun, l'industrie semencière n'a à demander l'autorisation à personne
pour aller puiser dans le réservoir de ressources génétiques, venir dans mes champs, prendre un épi et dire j'ai découvert une variété, l'homogénéiser et la stabiliser et la commercialiser. Mais moi, si je vais chez un semencier pour faire la même chose, il y a des entreprises de gardiennage qui s'occupent de m'empêcher de prendre des épis et je ne peux pas faire la même chose. Donc on voit bien, qu'est-ce que c'est cette idée de patrimoine commun de l'humanité? En fait, c'est le patrimoine commun de l'industrie des semences, avec un système qui lui interdit l'accès au marché, qui est celui du catalogue, et celui de l'appropriation, avec le certificat d'obtention végétale, qui a quelque chose de particulier. Pourquoi on défend le certificat d'obtention végétale par rapport au brevet? À cette époque-là, bon, le brevet interdisait de faire des semences de ferme, ou d'utiliser une variété protégée pour en sélectionner une autre, alors que le certificat d'obtention végétale le permettait. Attendez, les caractères morphologiques d'une plante, à partir du moment où vous faites un croisement, que vous sélectionnez une autre plante, vous ne les retrouvez plus dans la nouvelle plante. Donc de toute façon, le brevet n'était pas du tout plus efficace que le certificat d'obtention végétale tant qu'il ne s'appuyait que sur les caractères morphologiques des plantes. Par contre, le brevet, il fallait une invention pour pouvoir déposer un brevet. Les certificats d'obtention végétale, ils sont beaucoup plus forts. Vous pouvez déposer un certificat d'obtention végétale sur une découverte. Vous pouvez prendre un épi dans le champ d'un paysan, vous l'avez découvert, il n'est pas encore inscrit au catalogue, et bien vous homogénéisez, vous stabilisez, ça s'appelle la biopiraterie, c'est tout à fait l'acte juridique de légalisation de la biopiraterie, c'est la première convention UPOF, 1961, c'est pas très, très nouveau, et ça c'est un gros avantage du certificat d'obtention végétale sur le brevet. Et puis, le brevet, là, il est devenu intéressant tout d'un coup, et c'est là qu'on arrive à 91 avec les caractéristiques génétiques. C'est que là, par contre, avec les marqueurs moléculaires, un gène qui est breveté, on le retrouve tout de suite. En 24 heures, même, vous avez des tests réactifs. D'ailleurs, moi, je suis faucheur volontaire pour reconnaître un maïs Monsanto 810. On a des tests, ça fait un réactif. En un quart d'heure, on sait tout de suite si c'est la propriété de M. Monsanto ou non. Et donc, à partir du moment où on a le brevet sur le gène, là, le brevet devient beaucoup plus efficace. Parce que lui, il peut amener la preuve, la traçabilité de la propriété de l'obtenteur. Et donc, cette pensée qui est issue de Linné, comme l'a très bien montré Christophe, on voit que sa réalisation matérielle, c'est qu'à partir du moment où je dépose un brevet sur un gène, ben, dès que ce gène est dans un champ, ça m'appartient. Y compris si je n'ai pas vendu de semences, y compris si ce sont les abeilles ou le vent qui, par contamination génétique, est venu contaminer une semence paysanne qui n'a été sélectionnée que par des paysans et qui n'a jamais vu la main d'un industriel qui ait pu déposer le moindre brevet. Donc on voit bien que si ces pensées dites scientifiques se sont développées, quand elles se réalisent, quand ça passe de l'observation du scientifique à l'action, parce que pour nous, paysans, la pensée, c'est d'abord un outil pour agir, là, c'est beaucoup moins intéressant, en tout cas pour les paysans. Alors, pourquoi nous parlons de droit collectif? Nous estimons que les semences ne sont pas à nous. Nous les avons héritées de nos parents et elles appartiennent à nos enfants. Il n'y a pas d'appropriation commune possible des semences, pour la bonne raison, je vous ai dit tout à l'heure, si le commun décide de vendre un droit de propriété sur les semences, il est privatisé. On a connu ça en France, je crois qu'il fut une époque où la Poste et la SNCF étaient des biens communs, c'est devenu des entreprises privatisées. Donc le commun peut très bien décider de privatiser. C'est pour ça que ce n'est pas un bien. Et pourquoi on parle de droit collectif? Sur quoi reposent les sélections paysannes? L'adaptation locale au milieu, au mode de culture, à nos besoins. Ça, comment on le fait? En ressemant régulièrement une partie de notre récolte, localement. C'est comme ça qu'on fait l'adaptation locale. Et bien, le brevet et le certificat d'obtention végétale, ils sont faits pour nous interdire ce droit. L'échange de semences entre paysans, c'est indispensable pour renouveler la diversité et la variabilité. Le catalogue, le certificat d'obtention végétale et le brevet sont là pour nous interdire ça. Et la protection de nos semences. Alors, dans la protection de nos semences,
Il y a quelque chose qui est facile à comprendre, c'est la protection contre la biopiraterie. Bon. Une autre chose qui peut être facile à comprendre, ça sera la protection contre les contaminations génétiques. Bon, moi je suis en bio, je ne veux pas d'OGM. Si je suis contaminé, ben, les maïs de population locale bio en Espagne, il n'y en a plus. Ils ont été contaminés par du maïs Monsanto 810, et donc on a abandonné des variétés. Là, ça c'est quand même un outil d'érosion génétique assez important. Mais il y a plus que ça dans la protection. Et là, je pense que je vais vous choquer, mais je revendique en tant que paysan le droit de ne donner ou d'échanger mes semences qu'avec des personnes que j'estime dignes de les recevoir. C'est choquant hein, quand on dit ça. Moi, le marché libre, pour moi, c'est la dictature des entreprises. Ce n'est pas une notion qui m'intéresse. Je suis aussi éleveur d'animaux. Et là, vous comprendrez mieux ce que je veux dire quand on parle, parce que la sensibilité à la souffrance animale, je crois que c'est toi, Marie-Angèle, qui en a parlé ce matin, c'est quelque chose qui est plus compris dans nos sociétés occidentales. Alors, j'étais laitier, je faisais du fromage. Moi, quand un voisin me demandait de récupérer un agneau tout petit, ma foi, moi, je laissais mes agneaux téter pendant 2 mois avant de traire parce que je suis contre le lait artificiel. Je perdais du lait. Donc, quand j'avais un voisin qui me dit « tu ne veux pas me donner un agneau », j'étais content. Et puis, j'ai eu de ces gens-là qui habitent en ville et qui mettaient un agneau dans leur jardin, etc., tout seul, sans aucun soin, et que je retrouvais, on me téléphonait 1 mois après en me disant « il est malade, il est plein de puces », enfin non, ce n'est pas des puces, c'est des tiques qu'il y a sur les agneaux, il est en mauvaise santé. Ben, j'ai arrêté de donner des agneaux à des gens qui ne sont pas capables de les élever. Et je pense que mes semences, c'est la même chose, je ne vais pas les donner à Monsanto pour qu'il en fasse des OGM avec des brevets. Et ça, c'est compréhensible pour des animaux, c'est compréhensible pour des semences, enfin pour moi. Je revendique la même chose sur un certain nombre de savoirs. Nos savoirs ne sont pas, ou des connaissances, ne sont pas un empilement d'étagères, on tire, là il y a un petit savoir sur la chimie de ce truc-là, là il y a un petit savoir sur l'électronique, là sur la physique. Non. Nos savoirs sont des perceptions globales. Isabelle vous en parlera peut-être demain, hein, elle l'a dit plusieurs fois. Je vous parlais d'Isabelle Goldranger, là, qui doit parler demain. Elle nous a interrogés quand elle a commencé à travailler avec nous, quels sont vos critères de sélection ? Moi, je suis aussi sélectionneur animal. D'abord, il faut que les plantes nous plaisent. Vous avez un critère, vous, pour dire si ça plaît ? Vous demandez aux femmes si elles ont des critères pour savoir si les hommes leur plaisent, ou aux hommes s'ils ont des critères pour savoir si les femmes leur plaisent. Non, les plantes nous plaisent et c'est un critère essentiel de sélection pour nous. Alors oui, il faut qu'elles soient en bonne santé, qu'elles soient bien adaptées chez nous et tout, on a des critères. Mais cette vision globale, et cette vision globale, c'est une vision qui n'existe que dans un lieu donné, à un moment donné. C'est-à-dire que les animaux qui m'ont plu il y a 20 ans ne sont pas nécessairement ceux qui me plaisent aujourd'hui. L'environnement a changé aussi, c'est pareil pour les plantes. Quand vous avez une connaissance écrite, vous vous adressez à des gens que vous ne connaissez pas. Et cette connaissance, elle reste valable, quel que soit le lieu, l'endroit, le moment dans l'histoire où elle sera lue. Moi, je vous parle maintenant avec des mots que je n'utiliserai pas pour dire la même chose dans un autre public ce soir, si j'avais affaire à un autre public ce soir, ou à la conférence que j'ai faite la semaine dernière. J'utilise des mots en fonction des gens que j'ai en face de moi, à un moment donné, dans un endroit donné. Et les connaissances globales populaires, et là je dépasse largement les connaissances paysannes, ont aussi ce caractère-là de ne pas être des connaissances universelles. Ça, c'est une invention du siècle des Lumières. Hein. Moi, je ne connais pas beaucoup de stabilité universelle. D'ailleurs, les scientifiques, ils n'arrêtent pas de dire que leurs connaissances, ils les remettent tout le temps en cause. Donc, ce côté d'universel. Donc, ces savoirs populaires, ils sont datés, ils sont localisés et ils sont liés à une relation humaine particulière. Et je rajouterai une dernière chose. Certains savoirs, et notamment dans les vrais savoirs populaires, ceux qui peuvent venir de traditions ésotériques, qu'elles soient occidentales ou indiennes ou d'autres pays,
Certaines connaissances ont une puissance extraordinaire. Moi, j'ai des amis qui utilisent l'homéopathie aujourd'hui pour désherber. Avec un peu d'eau, quelques litres d'eau, vous faites mourir toutes les plantes de la même espèce dans un champ. Je ne suis pas sûr que ce genre de connaissances, il faille le mettre sur Internet. Parce que, et il y en a qui c'est bien pire, je ne vais pas vous parler de la bombe atomique, mais il y a certaines connaissances qui peuvent être des connaissances populaires, qui peuvent avoir des puissances créatrices extraordinaires, mais qui peuvent aussi avoir une puissance destructrice extraordinaire. Et nous revendiquons, à ce titre-là, d'avoir des droits sur nos connaissances et de les céder à qui nous estimons dignes de les utiliser comme il faut et de ne pas les céder à l'ensemble de l'humanité. Voilà, c'est provoquant, mais je pense que c'est important de le dire.